Cette capsule aborde la question de l'interprétariat en contexte d'intervention policière auprès d'une personne sourde. Afin d'illustrer l'importance d'avoir recours à un interprète formé en langage des signes du Québec, la capsule présente le contexte de la femme sourde vivant une situation de violence conjugale et faisant une demande d'aide. Alors, je suis Marie-Hélène Couture, coordonnatrice des services à la Maison des femmes sourdes de Montréal depuis 20 ans. Alors, je travaille comme superviseur d'équipe, on fait de la sensibilisation avec des conférences qu'on peut faire aux divers organismes. J'organise également des ateliers, divers événements. Alors, c'est entre autres une partie de mon travail. Et pour la Maison des femmes sourdes, les services que nous offrons à notre clientèle, il y a plusieurs volets. Donc, nous offrons des services à la clientèle sourde et malentendante de 18 ans et plus. Et le dernier volet, c'est de l'accompagnement que nous faisons, c'est-à-dire qu'on peut accompagner une cliente à la clinique, on peut l'accompagner pour un rendez-vous au palais de justice avec son avocat, également au poste de police. Donc voilà la diversité des services que nous offrons. Je suis agent conseiller auprès de la Division de la prévention et de la sécurité urbaine. On travaille en partenariat avec plusieurs groupes afin de mettre en place des mesures pour régler des problématiques à plus long terme. Mon rôle au sein du comité qu'on parle ici aujourd'hui sur les femmes en situation de handicap, c'est d'être à l'affût des problématiques qu'elles vivent en fonction du rôle du SPVM dans les interventions. Une fois qu'on est au courant de ces problématiques-là, on peut mettre en place à notre niveau des mesures pour régler les problématiques qui sont vécues. La capsule a pour but de préciser les bonnes pratiques pour les policiers lorsqu'ils sont en présence d'une femme ou d'un homme, d'une victime sourde, dans le fond. Les femmes sourdes vivent les mêmes formes de violence conjugale que la femme entendante, en plus d'abus spécifiques à leur situation de handicap. Par ailleurs, elles sont en moyenne 2 fois plus susceptibles de vivre de la violence conjugale. Selon l'enquête 2018 de Statistique Canada sur la sécurité dans les espaces publics et privés, 36% des femmes sourdes, contre 19% des femmes sans incapacité, rapportent avoir vécu de la violence physique ou sexuelle dans le contexte d'une relation avec un partenaire intime. En fait, ce qui est important de savoir, en fait que tous les policiers devraient savoir, c'est l'importance d'avoir un interprète pour une question de communication, bien évidemment. Alors, lorsque les policiers sont confrontés avec une personne qui utilise une autre langue, on dirait que c'est un automatisme. Oui, ils pensent tout de suite au service d'interprétation, alors que pour les personnes sourdes, souvent, ils vont vouloir utiliser papier, crayon ou la lecture labiale pour essayer de se débrouiller, mais ça prend vraiment les services d'une interprète professionnelle. Donc, pour avoir vraiment une communication claire et précise. Parce que, bien évidemment, ça a un impact. Si, lors de la déclaration, les informations n'ont pas été recueillies correctement, ça peut avoir un impact là, sur la suite du dossier lorsqu'on se présentera, par exemple, au palais de justice. C'est vraiment important que les policiers fassent appel au service d'interprétation. C'est vraiment obligatoire, je dirais. Cette manière de procéder par les policiers va faire en sorte que la prestation de service donnée à la victime va être conforme à ses droits et libertés. Lorsque les policiers font un état de situation, ils doivent s'assurer d'avoir les versions de chacune des personnes qui est sur les lieux de façon indépendante. Laissez-moi vous donner un exemple. Donc, par exemple, la femme sourde nous appelle le 911, le policier arrive sur place. Lorsqu'elle appelle le 911, il y a le service relais vidéo, le SRV qu'on l'appelle. Ce qui veut dire que il y a une femme sourde qui téléphone avec son cellulaire ou son portable ou son ordinateur, peu importe l'appareil qu'elle utilise. Et tout de suite, il y a une interprète qui apparaît à l'écran. Donc, on appelle le 911 et la personne entendante qui répond au téléphone, l'interprète pourra faire en signe ce que l'intervenant aura dit au téléphone. C'est pour ça que le relais se fait bien à ce moment-là entre l'entendante et la personne sourde puisqu'il y a un interprète.
Donc, lorsque la victime en situation d'urgence appelle le 911, il y a une interprète et on peut garder la ligne avec l'interprète jusqu'à l'arrivée des policiers sur place. Nous conservons la communication et donc, à l'arrivée des policiers, c'est possible d'utiliser le SRV aussi pour avoir une idée là, de la situation, de ce qui s'est passé, recueillir les informations de la victime. Le parcours de sortie de violence des femmes sourdes est parsemé d'embûches. Elles ont peu accès à l'information qui leur permette de reconnaître les abus dont elles sont victimes. Quitter une situation de violence conjugale pour une femme sourde peut aussi signifier quitter la communauté sourde et donc ses amis. Une mauvaise interprétation et communication vont créer beaucoup d'anxiété chez la victime. Une victime de violence conjugale, par exemple, qui serait mal comprise, pourrait rester avec son conjoint, ce qui la mettrait en danger. Enfin, puisque la communauté sourde comprend relativement peu de membres, il est difficile pour une femme qui dénonce un crime ou son conjoint de préserver la confidentialité de ses propos. Pour cette raison, il est important d'utiliser le plus rapidement possible une personne formée en langage des signes du Québec et non un voisin, un ami ou le conjoint qui possiblement a été violent avec la victime. La cliente connaissait assez bien le voisin depuis plusieurs années. Le voisin a voulu aider parce que là, bon, il était assez tard la nuit. Fait que je me suis dit, oh ben, un voisin super gentil, ben oui, ça va me faire plaisir, je vais t'aider. Puis finalement, dans le fond, quand ça a été le temps de faire la déposition ou de remplir le rapport, ben là, la femme, elle, s'exprimait dans sa langue, tout à fait normalement, là, en LSQ. Puis là, ben, le voisin faisait son possible, en fait, pour transmettre l'information. Et lorsque ça a été temps de se présenter au palais de justice. Là, à ce moment-là, il y avait une interprète professionnelle. Et là, on a expliqué le contexte et s'est fait poser des questions. Puis là, la femme me dit, c'est pas ça que j'ai dit. Puis là, ce n'était pas la même version qui était mentionnée sur le papier, dans le rapport. Alors, imaginez l'impact que ça a eu sur la situation. Alors, finalement, le dossier a été abandonné parce que le témoin, la situation, le contexte, tout était différent. Il n'y a plus rien qui concordait. Et donc, c'était difficile de savoir si l'histoire était vraie ou pas. Donc, finalement, ils ont abandonné le dossier. Heureusement, il y avait une intervenante de la Maison des femmes sourdes qui était prête et qui a dit non, écoutez, là, il manque un gros morceau d'information. On ne peut pas abandonner le dossier sous prétexte que ça ne correspond pas. Là. Dans le fond, on a expliqué que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'interprète dès le départ. On ne peut pas accepter ça comme ça puis d'abandonner le dossier. Donc, vous avez la preuve qu'effectivement, on a besoin d'interprètes professionnels sur place puis que là, on ne peut pas faire « Oh, ben c'est correct, on va s'arranger. » Vous voyez clairement l'importance. Donc, il a fallu recommencer. Ce qui veut dire qu'on a pris un autre rendez-vous avec un policier, qu'il a refallu faire une nouvelle déposition avec un service d'interprète, attendre une nouvelle date pour se présenter au palais de justice pour que toutes les procédures soient faites correctement. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est d'abord tous les délais. Imaginez, il y a eu énormément de délais dans cette situation-là. On ne parle pas juste de quelques mois, là. Hein, ça a été des années, en fait, pour être capable de régler ce dossier-là, juste parce que dès le départ, il n'y avait pas eu d'interprète là, pour s'assurer d'une bonne communication. Puis la femme elle-même est très, très émotive. Imaginez, là, tu sais, déjà, tu racontes ton histoire une première fois, tu es obligé de recommencer une deuxième fois ton histoire, donc tu te remets encore dans la peau, dans la situation de victime. Alors, obligée de se remémorer de mauvais souvenirs comme ça. Elle a dû rencontrer un psychologue. Ça a été très, très lourd, très difficile. Obligée de se battre pour avoir accès au service, à ses droits. Donc, imaginez tout le courage que ça a pris, les efforts. Heureusement, à la fin, ça s'est bien terminé. Mais ça a quand même pris plusieurs années. Alors, imaginez, une situation comme ça, c'est inacceptable. L'utilisation d'un policier CODA, Child of Deaf Adult, n'est pas appropriée lorsque l'on veut éclaircir une situation ou lorsque l'on veut prendre une déclaration d'une victime qui comprend seulement le langage des signes du Québec. Ces policiers, quand ils sont utilisés, ne connaissent pas les règles d'interprétation
du langage des signes du Québec. Puis il est important que ces règles-là soient comprises pour que la victime puisse donner une version correcte de ce qu'elle a vécu. Par exemple, lorsqu'un policier CODA prend la version de la victime, il va avoir tendance à se retourner vers ses collègues pour pouvoir expliquer la version de la victime. Ça va faire en sorte que le policier va perdre contact visuel avec la victime. Cet aspect-là de la communication en langage des signes du Québec est important et doit être respecté. Et une personne formée en langage des signes du Québec connaît ces aspects-là de la communication avec une personne sourde. Chaque personne sourde utilise un niveau différent de langue de signes. Chaque besoin est différent, puis il faut être capable de s'adapter à ça. Puis c'est facile de manquer certaines informations sans s'en rendre compte. Fait que le policier peut dire oui, je le sais, il peut utiliser la langue des signes, mais des fois, au niveau de l'intonation, parce qu'un policier peut être habitué, par exemple, de communiquer au quotidien avec ses parents. Donc, habitué au vocabulaire utilisé tous les jours. Sauf que c'est facile de manquer, d'avoir des omissions, des erreurs aussi d'interprétation. Donc, il y a toutes les subtilités, aussi la finesse de la langue. Donc, dans ce sens-là, ça peut avoir des gros impacts. On ne voudrait pas prendre le risque, effectivement, qu'il manque d'informations, que ce soit une déposition erronée. On comprend des fois, les policiers sont fiers de dire, ben oui, je connais la langue des signes, je vais pouvoir aider quelqu'un, ça fait partie de mon travail. Mais comme j'ai mentionné, ce n'est pas un travail d'interprète, c'est complètement différent. Reconnaître une situation de violence conjugale, être prête à en parler et à demander de l'aide sont des étapes difficiles et cruciales. Mais une fois franchi, le parcours de sortie de violence continue à poser un grand défi. Les femmes doivent notamment franchir plusieurs barrières lorsqu'elles désirent porter plainte et dénoncer les violences dont elles sont victimes. Alors, si on avait un bon système qui est bien fait, de bonnes ressources, à ce moment-là, on pourrait effectivement avoir l'impression que la femme peut s'en sortir. Je sais que c'est jamais facile de toute façon de sortir du cercle de la violence, mais si toutes les portes devant nous se ferment parce qu'on n'y a pas accès, comment vous voulez que cette femme-là décide, par exemple, de faire des démarches? C'est vraiment important que le système soit prêt, bien fait pour entamer des procédures et des démarches correctement.